Les gens sont en train de se joindre. Écoutez, on va démarrer. Bonjour tout le monde. Je vois que la salle de participants est en train de se remplir. Je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui. Donc, mon nom est Charles Reboul. Je travaille chez Innové. Je suis conseiller en innovation et en mobilité durable. Aujourd'hui, on est à peu près 90 inscrits, un petit peu plus. Donc, on vous remercie pour votre intérêt. On est vraiment très content d'avoir l'occasion de dérouler cette session. Je remercie Loïc qui est présent du RQI IRH avec qui on réalise ces sessions, et puis évidemment Philippe aussi qui nous donne de son temps aujourd'hui pour intervenir. Donc aujourd'hui, c'est la première de 4 sessions. Donc autour de l'hydrogène, on va aborder un certain nombre de sujets sur l'hydrogène au Québec. On est, comme je le disais, en partenariat avec l'IRH qui vont intervenir au cours de ces 4 sessions pour amener leur point de vue. Et à chaque fois, on sera en binôme avec un autre intervenant extérieur. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est Philippe Tanguy qui est directeur de Polytechnique à Montréal. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais vous donner deux, trois petites informations pour le déroulé de la session. L'événement est enregistré. Vous êtes aussi tous votre micro est coupé. On va dérouler la première période qui va durer une quarantaine de minutes environ, où on va avoir la présentation donc de Pierre Bénard qui est directeur de l'IRH, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, donc il nous a fait un enregistrement de sa présentation. On aura ensuite Philippe Tanguy donc de Polytechnique Montréal qui nous fera sa présentation, et vous aurez une vingtaine de minutes pour pouvoir poser vos questions. Je vous invite très fortement à poser vos questions pendant la session. Comme ça, on pourra les repérer. Vous aurez aussi la possibilité de commenter les questions qui auront été posées par les autres participants. Donc, n'hésitez surtout pas à alimenter les réflexions, à alimenter les questions. Ça donnera d'autant plus d'intérêt aux échanges qui seront tenus. Et donc Loïc Boulon répondra à la place de Pierre Bénard, et puis Philippe Tanguy pourra répondre si les questions lui sont destinées, évidemment. Un dernier point, vous aurez aussi la possibilité de poser d'autres questions après la séance, après la session d'aujourd'hui. Concernant, c'est-à-dire que si vous avez des questions bien spécifiques pour tel et tel participant, en fait, pendant une semaine, nous, on va collecter toutes les questions que vous pourrez vous poser, et ensuite de ça, on va les relayer, aux participants et participants, aux intervenants. Alors, voilà. Intervenants. Je vous mets mon adresse courriel, donc creboul@innov-ee.ca. Posez-moi vos questions. À la fin de la semaine prochaine, moi, je pourrai les transférer donc à Pierre, Loïc et Philippe. Ensuite de ça, on compilera l'ensemble des questions et des réponses qui auront été fournies à la fois aujourd'hui et aussi celles qui seront à venir au cours de la semaine. Et vous aurez accès à toutes ces questions-là sur le site internet d'Innové, où on a un volet, une section communauté d'intérêt. Donc voilà. En guise d'introduction, donc je tiens à vous dire qu'on entend beaucoup parler d'hydrogène aujourd'hui à travers le monde. Les différents gouvernements annoncent des plans, des projets, des programmes autour de l'hydrogène. C'est le cas notamment au Québec, où on a une quinzaine de millions de dollars qui ont été annoncés par le gouvernement à travers le PEV, donc le plan pour une économie verte. Et donc, au niveau des RSRI, on tend de notre côté, justement, à saisir cette opportunité-là. On a déjà nos collègues de Prima qui ont pris l'initiative pour mettre en place un appel à projet dédié sur l'hydrogène, partagé entre tous les RSRI. Donc, évidemment, Innové est impliqué dans cette démarche-là. Et l'objectif, en fait, des sessions qu'on va dérouler aujourd'hui et dans les semaines à venir, c'est de faire le tour de ce qui existe au Québec en hydrogène, des opportunités qu'il y aurait, l'opportunité de créer une filière de l'hydrogène au Québec, de voir aussi son importance. Est-ce que ce sera exclusivement au Québec? Est-ce que ce sera à travers le Canada? Donc ça, c'est des questions qui vont être posées, et voir comment, justement, quelle opportunité il y a autour de l'hydrogène vert québécois pour une économie, une industrie décarbonée.
ce qu'on cherche à avoir au cours de la session et notamment des questions-réponses, c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous, comment vous percevez justement l'hydrogène et l'hydrogène vert au Québec, comment vous voyez cette opportunité, oui ou non, est-ce que c'en est une pour vous, et comment réussir à structurer cette filière-là. Donc c'est pour ça que vos retours seront très pertinents pour nous et voilà, j'espère le tout intéressant pour tout le monde. Sans plus tarder, on va démarrer donc la présentation. Donc avec Pierre Bénard, comme je le mentionnais, donc qui est le directeur de l'Institut de recherche sur l'hydrogène. Je vais vous partager sa vidéo dans une toute petite seconde. Excusez-moi, petit problème. Et voilà, donc c'est la vidéo de Pierre Bénard. Bonjour, mon nom est Pierre Bénard. Je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je suis directeur de l'Institut de recherche sur l'hydrogène. L'objectif de cette présentation, c'est de faire une introduction très, très rapide sur les différentes propriétés et enjeux liés à l'hydrogène. Donc, pourquoi l'hydrogène? L'hydrogène est un élément léger qu'on trouve généralement lié à d'autres éléments sur Terre. Les sources d'hydrogène sont variées à cause de son abondance. On peut l'extraire de carburants fossiles, de la biomasse et de l'eau. L'hydrogène peut être converti de différentes formes, en différentes formes d'énergie de plusieurs façons, sans émission de CO2 au point d'utilisation. L'hydrogène sert à différentes fins. L'hydrogène marchand est utilisé dans l'industrie à grande échelle. On l'utilise aussi dans la production de pétrole. On l'utilise comme précurseur pour des produits chimiques à valeur ajoutée. On peut l'utiliser aussi pour la production de biocarburants et de carburants synthétiques. Puis on peut l'utiliser aussi comme vecteur énergétique. L'hydrogène est un gaz inodore incolore, non toxique. C'est un asphyxiant à très haute concentration comme l'azote. C'est une molécule formée de 2 atomes d'hydrogène qui est présent sous forme de 2 isomères, dépendant de l'alignement des spins des protons qui constituent la molécule. Ces 2 isomères-là ne jouent pas beaucoup de rôle à la température de la pièce, mais par contre, pour les procédés cryogéniques, comme la liquéfaction, il faut en tenir compte. L'hydrogène peut se liquéfier à 32 degrés Kelvin, puis à la pression ambiante, ça va se liquéfier à 20 degrés Kelvin. L'hydrogène devient solide à 12 degrés Kelvin. L'hydrogène se caractérise comme étant le gaz, en fait, moléculaire le moins dense et beaucoup moins dense que le méthane et le propane. Vous avez les chiffres ici. Ce qui est intéressant, c'est que même sous forme liquide, l'hydrogène est beaucoup moins dense que par exemple, le pétrole. Il y a un facteur de 10 dans la densité. Comme vous pouvez le voir. Ce qui veut dire que pour utiliser l'hydrogène comme vecteur énergétique, faut travailler sur son stockage. Ce qui est intéressant, par contre, pour l'hydrogène, c'est que ça contient une très forte densité énergétique. Si on regarde juste le low heating value, où on ne tient pas compte de la chaleur latente, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'hydrogène, par rapport aux hydrocarbures puis aux carburants fossiles, plus spécifiquement, il y a un facteur de 2 à 3 dans l'énergie chimique qu'on peut y extraire. Okay. Donc, comment on fait pour produire l'hydrogène? Mais comme il est lié à d'autres molécules, on doit l'extraire. La méthode la plus courante est le reformage du gaz naturel. C'est la méthode qui est généralement la moins dispendieuse, mais c'est une méthode qui émet quand même beaucoup de CO2. On parle d'environ 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène produit. Une façon de réduire ces émissions-là, c'est de le produire par électrolyse. Puis en fait, si l'électricité est verte, c'est-à-dire d'origine éolienne ou solaire ou hydroélectrique, ou même nucléaire, à ce moment-là, il y a très peu d'émissions de GES qui va accompagner la production d'hydrogène. Ce qui est intéressant aussi dans l'électrolyse, c'est que ça permet une conversion directe d'énergie électrique en énergie chimique qui peut être stockée à long terme et qui peut être éventuellement reconvertie en énergie électrique avec des piles à combustible. Il y a 3 technologies sur lesquelles on peut s'attarder très, très brièvement. L'électrolyse alcaline, puis les technologies dont on parle de plus en plus là, ces temps-ci, l'électrolyse PEM, comme par exemple à Bécancour, il va y avoir le plus gros électrolyseur PEM au monde qui va entrer en fonction bientôt pour la production d'hydrogène. Et l'électrolyse SOE qui fonctionne à haute température puis qui permet d'aller chercher ou de convertir assez efficacement l'énergie électrique en énergie chimique sous forme d'hydrogène.
L'hydrogène peut aussi être extrait de la biomasse, un procédé intéressant par pyrolyse et gasification, parfois en parallèle avec la production de matériaux à valeur ajoutée. Son extraction de la matière organique s'accompagne d'une certaine émission de CO2 qui peut être récupérée et réutilisée. On considère même si on ne le récupère pas, on considère cet hydrogène-là comme étant neutre en CO2 ou environ neutre en CO2, puisque le CO2 émis, normalement, va être recyclé ou par la biomasse ultérieurement produite. L'hydrogène produit par reformage de carburant fossile peut être couplé à la séquestration du CO2 produit. Ça suscite beaucoup d'intérêt dans les provinces productrices de pétrole. Ce qu'on demande, c'est ce qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est des processus de certification verte d'hydrogène dans le contexte actuel. Donc, il existe une certification qui avait été proposée en Europe, Certified 2016, qui a introduit le fameux arc-en-ciel hydrogène dont vous avez sans doute entendu parler. L'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène qui est produit sans émission de gaz à effet de serre. Techniquement, d'après le libellé de la définition, à partir d'énergie renouvelable. Donc, techniquement, ça devrait exclure le nucléaire, ce qui suscite un petit peu de controverse quand même, parce qu'il n'y a pas d'émissions de GES qui accompagnent la production d'hydrogène vert par le nucléaire. Il y a l'hydrogène bleu aussi, où c'est de l'hydrogène qui serait produit par reformage du gaz naturel, avec lequel on séquestrerait la plupart des GES qui étaient émis. Il y a une contrainte sur les émissions de GES liées à la production d'hydrogène bleu et même vert, c'est qu'il faut que les émissions soient inférieures à 36,4 grammes de CO2 équivalent par mégajoule d'hydrogène, donc environ 60% moins que ce qui est émis par reformage. Puis l'hydrogène gris, c'est l'hydrogène produit typiquement par reformage du gaz naturel, qui est celui qu'on cherche à éviter actuellement. On a mentionné que l'hydrogène existait, la densité d'hydrogène aux conditions ambiantes était très faible. Donc à ce moment-là, si on veut l'utiliser comme source d'énergie assez dense, il faut qu'on optimise son stockage. Il existe deux grandes familles de technologies de stockage d'hydrogène. La première, c'est ce qu'on appelle le stockage physique, où essentiellement ce qu'on fait, c'est qu'on travaille les conditions thermodynamiques dans les réservoirs qui contiennent l'hydrogène pour augmenter la densité. Il y a évidemment la compression, qui est la technologie la plus courante, efficace et simple. Et ce qu'on utilise, en fait, c'est des réservoirs de type 4, des polymères renforcés par fibre de carbone. Puis on va stocker l'hydrogène à 700 bars pour les applications automobiles. Puis on parle de 350 bars en général pour les applications liées au transport lourd. Densité d'énergie qu'on a réussi à obtenir sont, en fait, comparables, en fait, remplissent les objectifs du DOE pour 2020. Il faut dire que les objectifs ont varié quand même en fonction du temps. Et ce qui veut dire que cette technologie-là est quand même très acceptée par les utilisateurs, les compagnies qui utilisent l'hydrogène énergie. On peut aussi stocker l'hydrogène sous forme liquide. Ça permet une très bonne densité volumétrique comparée à la compression même. On parle de 70 kg par mètre cube si on exclut le volume du système de stockage. Les deux problèmes qu'on peut voir avec ça, c'est que ça demande des réservoirs très particuliers, des dewar, réservoirs duo cryogéniques. Et il y a une certaine perte d'efficacité qui est liée à la liquéfaction, donc il y a une perte de 30% du contenu énergétique si on produit d'hydrogène liquide. Puis il faut qu'on produise, pour minimiser ces pertes-là, il faut qu'on produise de l'hydrogène dans des endroits très centralisés. Donc on ne peut pas penser ou envisager une production décentralisée d'hydrogène et le liquéfier pour distribution plus tard. Donc ça, c'est les deux problèmes liés à l'hydrogène liquide. On parle aussi de cryocompression, qui est une technologie intermédiaire où en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va refroidir le gaz à très basse température tout en augmentant la pression. Donc, cette technologie-là, elle n'est pas commercialement utilisée, mais elle fait l'objet de plusieurs études. L'hydrogène peut être stocké aussi sur le matériau, sous forme de matériaux, puis ça, ou à l'intérieur de matériaux. Ça, c'est la deuxième grande catégorie de technologie de stockage d'hydrogène. Donc, c'est en anglais materials-based ou basé sur des matériaux. Donc, on peut introduire l'hydrogène dans deux types de matériaux, donc dans deux technologies de stockage. On peut l'introduire dans des matériaux fortement microporeux, où là, on exploite l'interaction entre la surface
de ces matériaux-là et l'hydrogène pour augmenter la densité. Et on peut aussi faire stocker l'hydrogène sous forme atomique, sous forme de solution sous forme de solution solide dans des métaux. Donc, ça, c'est les hydrométalliques. Puis, il y a deux types d'hydrométalliques, les hydrointerstitiels et les hydrocomplexes, mais on n'a pas le temps de rentrer en détail là-dessus. Finalement, on peut aussi lier chimiquement l'hydrogène à d'autres matériaux. Puis c'est particulièrement intéressant pour la distribution de l'hydrogène. Donc, sous forme de liquide organique, par exemple, et sous forme chimique, on peut stocker l'hydrogène, par exemple, sous forme d'ammoniac, qui est une des façons les plus simples de le faire et qui est plus facilement manipulable que l'hydrogène. OK. Donc, vous avez ici tout un résumé, en fait, des efforts qui ont été faits dans les années 2000 et 2010 là, pour développer des nouvelles technologies de stockage basées sur les matériaux. Ce que vous avez au centre, c'est essentiellement les objectifs que le département de l'énergie aux États-Unis avait fixés pour le transport automobile. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de matériaux qui réussissent. On s'en rapproche, mais il y a très peu de matériaux qui réussissent à remplir ces objectifs-là. Donc, c'est l'état de la situation actuellement. Il y a des efforts qui continuent, des progrès qui sont réalisés. Mais on n'est pas encore rendu à des matériaux qui pourraient compétitionner avec le stockage physique. OK. Puis qui justifierait justement l'utilisation d'une technologie quand même plus complexe. Si ça vous intéresse, parce qu'il y a quand même des applications niches où on peut imaginer que le stockage matériaux peut jouer un rôle important, je vous invite à consulter le site Highmark du Hydrogen Materials Advanced Research Consortium, qui est financé par le DOE. C'est une source assez intéressante d'informations sur tout ce qui concerne le stockage d'hydrogène par les matériaux. Je peux noter quelques avantages et inconvénients par rapport aux méthodes de stockage solide. Les avantages, c'est qu'on, premièrement, ultimement, on pourra, si on réussit à trouver des matériaux, on pourra briser un peu le mur, les contraintes qui sont limitées par le stockage physique de l'hydrogène qu'on a parlé au début. Il y a aussi moyen de contrôler les fuites un petit peu mieux en utilisant le stockage sur matériaux. Les pressions opérationnelles peuvent être plus faibles par rapport à la compression, puis les températures opérationnelles par rapport à la liquéfaction peuvent être plus élevées. Les avantages sont liés beaucoup à la gestion thermique de ces systèmes-là, puisqu'il y a une densité résiduelle, c'est-à-dire une densité qui reste dans le réservoir à la pression d'opération d'un système qu'il faut gérer. Puis il y a aussi la thermodynamique des processus de sorption qui vont influencer justement la gestion thermique. Il y a tous le problème des coûts des matériaux, et puis dans certains cas, il peut y avoir un problème de cinétique là, qui est pour certains types d'hydrogène. Donc, en conclusion, les technologies de stockage classiques font l'affaire pour les applications automobiles et stationnaires et les autres applications en général, même s'ils ne répondent pas complètement aux objectifs ultimes du DOE. Il y a des projets de progrès dans les technologies de stockage sur matériaux, mais rendre ces technologies compétitives vont requérir d'autres avancées. Il y a probablement des marchés niches aussi qu'on peut identifier pour le stockage sur matériaux. Le stockage sur matériaux, le stockage chimique, plus précisément de l'hydrogène, va sans doute être appelé à jouer un rôle important dans la distribution. Comment on peut faire pour convertir, maintenant qu'on a stocké de l'hydrogène, comment on peut faire pour le convertir en énergie? L'hydrogène est un carburant versatile qui peut être reconverti de plusieurs façons différentes. On peut le convertir avec un moteur à combustion interne. L'efficacité est généralement relativement faible, 25%. C'est pour ça que pour la majorité des applications, c'est pas une voie qui est considérée, excepté dans certains cas niche. On peut aussi utiliser une turbine, soit hydrogène seul ou hydrogène, des mélanges d'hydrogène et d'autres carburants gazeux. Donc ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais GE, par exemple, considère la fabrication de turbines qui pourrait fonctionner avec hydrogène. Puis il y a surtout les piles à combustible. Les piles à combustible ont été inventées par Grove en 1839. Il y a toute une zoologie de piles à combustible qui existent, mais il y a deux configurations importantes sur lesquelles je m'attarde un petit peu. Les piles à combustible PEN qui ont une efficacité de l'ordre de 60%, là, mais qui demandent de l'énergie d'hydrogène quand même assez pure. Puis il y a les piles à combustible SOFC qui fonctionnent à haute température, qui ont l'avantage d'être flexibles en carburant puis pas être sensibles si on veut, à la pureté de l'hydrogène, puis qui peuvent présenter, en fait, qui peuvent être intéressants en cogénération. Donc, comment une pile à combustible fonctionne?
fonctionne, vous avez un petit résumé ici qui est tiré du site de Sigma. Essentiellement, la molécule d'hydrogène arrive à la cathode et dissociée en protons et en électrons. Les électrons sont envoyés dans un circuit pour alimenter un appareil en électricité et les protons migrent à travers la membrane et les électrons et les protons avec l'oxygène de l'air se recombinent en vapeur d'eau, typiquement à 80 degrés Celsius pour les piles PEM. C'est ce qui résume un peu le fonctionnement d'une pile PEM. Piles à combustible. Donc, les différentes applications pour les piles à combustible, les avantages que les piles à combustible ont, c'est qu'ils permettent le même découplage puissance-énergie qu'on observe dans les moteurs à combustion interne avec une efficacité quand même beaucoup plus élevée. Ça permet aussi les systèmes utilisant les piles à combustible peuvent être rechargés rapidement. Ça dépend de la technologie de stockage. En fait, c'est fonction de la technologie de stockage. La même chose que l'énergie, en fait, ça reflète la durée où un appareil peut fonctionner. Puis ça dépend du volume du système de stockage. Les piles à combustible peuvent être utilisées de façon modulaire et mise à l'échelle en fonction des applications. On utilise les piles PEM, celles-là dont je vais parler, sont utilisées pour des applications stationnaires dans le secteur du transport. Pour le transport, dans le secteur automobile, il y a 3 compagnies qui permettent la location actuelle dans les endroits où le réseau de distribution d'hydrogène le permet. Donc, il y a la Honda, Hyundai et Toyota avec la Clarity, la Nexo et la Mirai respectivement. Plusieurs modèles, les obus, ça fait longtemps qu'on les utilise, puis il commence à être une technologie éprouvée et qui est prête en fait pour la commercialisation, pratiquement prête pour la commercialisation. Donc, les autobus, la taille des autobus varie entre 30 et 60 pieds. Là. Donc, on a de toutes les formes. Les camions, c'est une utilisation niche, on pourrait dire, pour les piles à combustible, si on veut électrifier le transport lourd. Sont pour le moment plutôt en démonstration, sauf pour certaines flottes dédiées de petits camions. Et plusieurs compagnies qui s'intéressent vraiment à l'électrification du transport lourd via les piles à combustible, où ils auraient un avantage sur les batteries. Donc, on parle de Nikola, par exemple, Toyota et d'autres compagnies. Pour mémoire, pour les véhicules automobiles, la consommation d'hydrogène est d'environ 1 kg d'hydrogène par 100 km. Puis comme l'autonomie est d'environ 500 km, ça veut dire que typiquement un véhicule à hydrogène finalement contiendra 5 kg d'hydrogène typiquement. On examine aussi les applications ferroviaires pour l'hydrogène, c'est très populaire actuellement, à Alstom notamment. Il y a un marché qui existe déjà pour les piles à combustible, c'est pour des entrepôts suffisamment grands. Là, les piles à combustible deviennent compétitives et il y a un marché déjà là, des piles à combustible pour les monts de charge. Donc, on parle que la compétitivité commence à se manifester à partir de 20 à 100 des entrepôts qui fonctionnent avec 20 à 100 monts de charge, selon une présentation récente que j'ai vue de Hyster. Des applications minières, l'hydrogène suscite, les piles à combustible suscitent beaucoup d'intérêt pour éliminer en fait le diesel dans les opérations minières puis réduire les conditions de ventilation qui sont requises à cause de la présence du diesel notamment. Les applications aériennes, les piles à combustible suscitent beaucoup d'intérêt pour les drones, où on pourrait avoir des autonomies intéressantes avec 2 heures avec 1 kg de charge utile, par exemple, et les appareils aériens autonomes, UAV, où on parle d'autonomie de 8 heures avec des charges utiles de 1 kg. Les applications marines, aussi, il y a beaucoup d'intérêt. On parle d'utiliser les piles à combustible et l'hydrogène pour la propulsion, pour puissance auxiliaire, pour les opérations portuaires après amarrage, là, ce qu'on dit le cold ironing que je veux dire en fait. Sécurité, la perception de risque associée à l'hydrogène comme vecteur énergétique est un enjeu pour son acceptabilité. L'hydrogène se disperse facilement ou rapidement dans des milieux ouverts et bien ventilés. Il possède une vitesse de flamme élevée. Les fronts de flamme ont tendance à accélérer plus facilement que le méthane en milieu confiné. Les flammes sont moins émissives que les flammes d'hydrocarbures dans l'infrarouge, mais on peut se rapprocher plus de ces flammes-là, mais par contre, sont plus difficiles à détecter. L'hydrogène, l'énergie requise pour allumer les mélanges d'hydrogène est plus faible que d'autres carburants gazeux lorsque les concentrations d'hydrogène dans l'air sont importantes, 29% par volume. Par contre, elle est comparable aux autres carburants gazeux à plus faible concentration, donc on parle de 8% par volume, et généralement, on va avoir détecté des fuites d'hydrogène à partir de 2%. Okay, donc, ça veut dire que
que vraiment le critère qu'on peut dire que pour que de façon générale, là, le 29% va rentrer en ligne de compte là, comme critère de sécurité pour des cas bien précis. Très particulier en sécurité. L'hydrogène est utilisé comme vecteur énergétique depuis plus de 50 ans par la NASA comme dans le programme spatial et les piles à combustible maintenant. Les risques associés à son utilisation sont bien connus, qualifiés, quantifiés. Les systèmes utilisant l'hydrogène sont soumis à des normes rigoureuses qui tiennent compte de ses particularités. Comme tout carburant et toute sorte d'énergie, il n'y a pas de risque nul. L'hydrogène doit être manipulé avec soin. Les risques sont gérables au même titre que les autres carburants en respectant les normes, les codes et les règlements qui lui sont spécifiques. Le Bureau de normalisation du Québec est responsable du Code d'installation du Québec, là, c'est du Code d'installation de l'hydrogène, pardon, Code canadien d'installation de l'hydrogène. Donc, ça vaut la peine de le noter. Il est révisé périodiquement. La norme est disponible au site web du BNQ. Si vous avez besoin d'aide ou vous avez besoin d'informations plus détaillées ou complémentaires, je vous conseille de contacter le Center for Hydrogen Safety, qui est un site qui opère sous l'égide de l'ICHE, puis qui est l'héritier en fait de tout le programme de sécurité d'hydrogène. Du Department of Energy et qui peut aider avec la formation, certification et toute autre information dont vous aurez besoin. Il y a aussi l'Association internationale iSafe, qui est un organisme qui regroupe des universités et des compagnies qui font activement de la recherche sur toutes les problématiques liées à la sécurité de l'hydrogène. J'aimerais terminer en vous offrant quelques sources d'informations. Je vous conseille vivement le rapport de l'École polytechnique sur l'utilisation de l'hydrogène au Québec. C'est un rapport en 4 volets qui est une mine d'or d'informations qui est en français en fait, puis qui est disponible, qui avait été commandité par le ministère des Ressources naturelles du Québec et qui est disponible sur le site de Transition énergétique Québec. Vous avez juste à chercher hydrogène rapport sur leur site web. Il y a le site h2tools.org aussi qui est géré par le Hydrogen Safety Center, qui est une source vraiment intéressante pour toutes sortes de données pertinentes sur les propriétés physiques, chimiques de l'hydrogène sous divers aspects et de plusieurs autres données techniques qui ont été utilisées lors d'analyses techno-économiques qui ont été commanditées par le Department of Energy aux États-Unis. Donc, vraiment une ressource d'information intéressante. Je vous recommande également le site web de l'Annual Merit Review and Peer Evaluation Program du Department of Energy américain, qui est une mine d'or d'informations sur ce qui se produit actuellement en recherche et développement en technologie hydrogène, en termes de l'état de l'art d'où la technologie est rendue. Donc, c'est au site web suivant, annualmeritreview.energy.gov. Il y a une réunion à chaque année, en fait, qui est organisée. Et à cette réunion-là, tous les projets commandités par le US Department of Energy, les programmes d'énergie, hydrogène et piles à combustible, doivent être soumis à l'évaluation par les pairs et les rapports sont disponibles, en fait, sur ce site web-là. Même pour les années précédentes. Donc, j'ai parlé de iSafe et du Hydrogen, du Center for Hydrogen Safety. Je dois terminer en mentionnant l'Association canadienne de piles à combustible et hydrogène, qui est un regroupement de compagnies canadiennes et d'universités qui s'intéressent à l'utilisation de l'hydrogène de façon générale, puis l'hydrogène énergie en particulier, sont en train de mettre sur pied présentement une filière québécoise à Hydrogène Québec. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Ça me fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Merci et au revoir. Là, c'était donc l'intervention de Pierre Bénard. Tout à l'heure, si vous avez des questions pour Pierre, eh bien, ce sera pour Loïc, qui le représente aujourd'hui. Je vais maintenant donner la parole à Philippe Tanguy pour aborder un volet beaucoup plus orienté sur les opportunités de marché, les opportunités économiques. Donc, Philippe, c'est à toi. Philippe, tu es en mute. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Parfait, merci. Très bien, donc bonjour à tous. Un très grand merci aux organisateurs, IRH et Innové, pour l'invitation. Donc écoutez, je vais effectivement vous parler assez succinctement des 400 pages, des 4 volets de l'étude que nous avons réalisée donc, pour le compte de Transition énergétique Québec. Donc vous avez l'adresse exacte ici, tout est disponible et tout est public, et c'est en français. Bien, donc écoutez, rapidement, les défis mondiaux de la transition énergétique, ça s'applique aussi à nous, peut-être pas avec la même acuité qu'ailleurs, mais c'est important de le mentionner.
Bon, clairement, on assiste à un basculement du système énergétique carboné actuel, donc on a une volonté de basculer ce système énergétique vers une électrification massive. Une électrification massive à coût abordable, à faible empreinte carbone et à partir de ressources renouvelables. Donc, la difficulté avec ça est liée au stockage de l'énergie. En fait, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est sécuriser l'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle la capacité tampon. Quand vous utilisez, c'est ce qu'on utilise actuellement, des hydrocarbures, vous avez grosso modo 20% de l'énergie qui est consommée qui est stockée. Donc, c'est-à-dire que vous avez grosso modo, je dirais, un tampon. Il est à peu près partout, hein, sur les bateaux, dans les dépôts, sous forme de produits raffinés ou non raffinés. Donc, c'est une capacité tampon qui permet de réguler le marché. Avec des ressources renouvelables que l'on exploite instantanément, cette capacité-là disparaît. Donc, le stockage de l'énergie est important. Le deuxième aspect, c'est qu'introduire des ressources renouvelables, pour la plupart intermittentes, je pense au solaire et à l'éolien, ça crée des difficultés à cause de l'intermittence. Donc, l'importance d'assurer la stabilité et la performance du réseau est un enjeu clé. Et en fait, tout est question de contrôle entre l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc, en fait, l'hydrogène, il est vu comme une solution potentielle à l'ensemble de ces enjeux. D'une part, comme vecteur énergétique, mais d'autre part, comme moyen de stockage, et en fait, un moyen de stockage chimique, comme l'hydrocarbure, donc qui permet d'avoir une pérennité en particulier et une stabilité dans le temps. Alors, donc Pierre vient de parler des technologies de production d'hydrogène, donc moi je vais être très bref. Il y en a en fait trois. L'hydrogène gris, l'hydrogène bleu, l'hydrogène vert. On a mis des couleurs à l'hydrogène. Bon, l'hydrogène gris, il est produit par vaporéformage, donc essentiellement à partir de gaz naturel. On peut utiliser de l'huile également, voire du charbon. Les empreintes CO2 sont assez importantes, hein, c'est un facteur 10, donc 10 fois plus de CO2 que d'hydrogène produit dans le cas du gaz naturel, ça va jusqu'à 20 pour le charbon. Mais c'est actuellement la technique utilisée, la technique de référence, devrais-je dire. C'est le reformage à la vapeur utilisé, c'est 95% de la production mondiale et c'est responsable de 1 milliard de tonnes par an de CO2 émis. On va considérer que c'est la base de coût 1. D'accord? On va dire voilà, coût unitaire 1 pour ça. Quand on passe à hydrogène bleu, c'est la même chose que pour l'hydrogène gris, mais on va chercher à capturer et à séquestrer géologiquement le CO2. Donc ça se fait en particulier, bon, il y a plusieurs, je dirais, installations maintenant, ça se fait un peu en mer, quelquefois sur terre. Je voulais mentionner le projet canadien Quest en Alberta, donc, qui est à l'origine piloté par Shell Canada. Jusqu'à présent, donc, ce projet a capturé 5 millions de tonnes donc depuis les 5 ans d'existence de l'installation. Donc, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas très important. Le surcoût associé à ça par rapport au coût de base de l'hydrogène gris, il faut s'attendre à payer entre 1,2 et 1,8 fois plus. Donc, ce n'est pas neutre. Ensuite, vous avez la question de l'hydrogène vert, avec deux grandes voies pour le produire. Une voie électrolyse et une voie biomasse. Regardons la voie électrolyse. Donc, essentiellement, on va utiliser donc, de l'électricité renouvelable avec une empreinte carbone nulle. Alors, renouvelable ou nucléaire, hein, je fais le pendant à ce que disait tout à l'heure Pierre. Bon, il faut vous attendre à un surcoût de 2,5 à 4 actuellement. Donc, deux grandes technologies, on va dire commerciales, c'est celle qui m'intéresse ici. L'alcaline mature, c'est la vieille technologie. L'électrolyse à membrane, c'est la technologie, je dirais, de référence actuelle et c'est le futur. Vous avez d'ailleurs une image ici, une photographie du Hylaser de Cummins ex-Autogenix qui est installé à Bécancour. Sur le côté droit, donc, vous avez la production d'hydrogène par biomasse, effectivement, avec toutes sortes de possibilités de biomasse. Donc, ça passe par une voie gazéification pyrolyse. Ça peut aussi passer par une voie biochimique. Le surcoût est de 1,2 à 4. Donc, en fait, ce n'est pas tellement une question de technologie de production, beaucoup plus une question d'être capable d'avoir suffisamment de biomasse dans le temps, sur des longues périodes et à des coûts contrôlés. C'est surtout à ce niveau-là que la difficulté se pose par rapport aux autres. Alors, quels sont les usages industriels de l'hydrogène? Alors, vous avez ici donc, le schéma, le diagramme de l'IEA de l'année dernière, donc 115 millions de tonnes par an pour l'hydrogène. Essentiellement trois grandes catégories. Le raffinage, la chimie industrielle, la chimie de spécialité, c'est 80% des usages. La sidérurgie en prend 4%. Et vous avez des applications industrielles de niche, vous avez toute une kyrielle, environ 16%. En fait, il y a un certain nombre de nouveaux usages qui sont prévus. L'ammoniac et le méthanol vont continuer à se développer. Je vais aborder cette question un petit peu plus tard. La mobilité va prendre une part.
La décarbonation du gaz naturel va également prendre une part et la production d'électricité, comme le mentionnait Pierre précédemment. Alors, qu'est-ce qui se passe au Québec? Donc, voici notre production d'hydrogène de l'ordre de 100 000 tonnes par an. D'accord? Donc, on représente 0,1% de la production mondiale d'hydrogène. Et entre parenthèses, en termes de population, on représente aussi 0,1% de la population mondiale. Donc, vous voyez on respecte les proportions. Bon, 3 grandes sortes d'hydrogène. Vous avez l'hydrogène marchand, principalement gris, Air Liquide à Bécancour ou Messer à Magog, environ 12 000 tonnes par an, produit soit par reformage, soit par coproduction dans le cas de Messer. On exporte au Canada, donc donc, du Québec. Donc, selon Statistique Canada en 2018, le niveau d'exportation, c'est 5,7 000 tonnes. Évidemment, c'est le marché américain vers lequel on exporte. Deuxième type d'hydrogène, c'est l'hydrogène captif. C'est l'hydrogène qui est finalement produit en raffinerie, souvent mélangé avec d'autres gaz, pas exclusivement, mais souvent mélangé avec d'autres gaz. Donc, c'est l'hydrogène gris et il est utilisé pour les besoins des raffineries. Donc, le raffinage d'essence, l'amélioration de la qualité des essences ou le traitement de brut de plus en plus lourd. Donc, nos deux raffineries, devrais-je dire, Suncor Montréal-Est et Valero, bon, grosso modo, elles produisent 90 000 tonnes par an de reformage, donc c'est 90% de la production du Québec. Vous avez enfin l'hydrogène vert, donc vous avez des projets en cours, Air Liquide Bécancour, qui est sur le point d'être, je pense, inauguré, et vous avez bien sûr le projet de Y2Gen, Greenfield Global, qui est également annoncé. Donc voilà, on a en fait fait le tour de la question hydrogène au Québec, donc peu d'acteurs en fait, et je dirais une immense majorité de cet hydrogène est produit pour nos raffineries. Alors, regardons maintenant l'évolution de la demande. Donc, la demande en hydrogène, vous avez en fait ici 2 messages. Vous avez l'étude de Deloitte, qui finalement, selon le type de scénario que l'on envisage, donc, projette une demande en hydrogène, donc en augmentation, mais vous voyez que les niveaux d'augmentation varient énormément. Prenons les 2 extrêmes. Le niveau noir, une très faible augmentation. Essentiellement, ce scénario correspond à une percée majeure des batteries, que l'on n'entrevoit pas pour le moment, mais nul n'est capable de prédire le futur, n'est-ce pas? Percée majeure des batteries en termes de coût, en termes d'augmentation de puissance, en termes de diminution substantielle du temps de recharge. Donc vraiment, je dirais, la révolution. L'autre scénario, c'est le scénario optimiste de Deloitte, donc qui prévoit quand même 250 000 tonnes par an d'hydrogène à l'horizon 2050. Ça considère que l'hydrogène, c'est l'énergie du futur, on devrait plutôt dire le vecteur énergétique du futur, avec donc une augmentation très massive et un décollage, comme vous pouvez voir, des courbes à partir de 2025-2028. Et puis entre les deux, vous avez des scénarios, soit business as usual, etc. Bon, ça, Deloitte. Vous avez d'autre part l'Hydrogen Council, créé en 2017, qui a également fait une étude de scénario. Et le scénario optimiste de l'Hydrogen Council, c'est 2 fois la courbe en bleu. Donc, c'est 500 000 tonnes par an. Donc, c'est assez colossal. Et si on regarde ce que ça veut dire pour nous au Québec, si on veut conserver notre part de marché, notre 0,1% de production mondiale, ça voudrait donc dire que suivant les scénarios extrêmes que nous avons ici, il faudrait qu'on se dote d'une capacité de production supplémentaire comprise entre 30 000 tonnes par an et 500 000 tonnes par an d'ici 2050. Pour vous donner une idée, c'est entre 10 et 160 fois le projet d'électrolyse de type Air Liquide Bécancour. Donc, ce n'est pas neutre, comme vous pouvez l'imaginer, en particulier en termes financiers. Alors, regardons maintenant à quoi ça ressemble. Je vais juste me concentrer sur l'électrolyse. Donc, nous avons en fait mené un certain nombre d'études de sensibilité économique qui sont donc dans les rapports. Je vais vous en montrer 2. Une sur les coûts de l'électrolyse, c'est des dollars US ici. On compare les technologies PEM et les technologies alcalines, donc la technologie moderne et la technologie ancienne. Pour le moment, la technologie moderne est un peu plus chère que la technologie ancienne, mais les coûts se rapprochent très, très rapidement. Donc, vous avez les CAPEX, donc les coûts d'investissement en dollars par kilowatt, et on a pris en fait comme tarif d'électricité, eh bien, on a pris le tarif L d'Hydro-Québec, et ensuite, on a regardé sur les sites disponibles quelles sont les meilleures offres actuellement sur les Purchasing Power Agreement, donc les accords de production d'électricité et d'achat
qu'est-ce qu'on est capable de faire, d'obtenir le mieux actuellement donc, sur la planète, dans des endroits particulièrement choyés en termes de renouvelables. Voilà. Donc, on a fait varier ça. Et on sait en fait, en regardant donc évidemment les coûts reliés au capital, les coûts de maintenance, coûts fixes, opération et maintenance, c'est le coût des matières premières, c'est-à-dire l'électricité, et l'eau, bien sûr. On arrive en fait à des coûts de production d'hydrogène actuels aux alentours de 5,5, 5,8 dollars US par kilo, jusqu'à des coûts qui pourraient en fait atteindre, dans le meilleur des cas, un horizon relativement raisonnable, de l'ordre de 2 à 2,5 dollars le kilo US. Donc c'est quand même relativement encourageant. Et en fait, quand vous regardez cette projection de baisse de coûts, qui est donc basée sur évidemment des études de baisse de coûts des électrolyseurs en particulier, eh bien les courbes de réduction de coûts suivent les courbes de réduction de coûts des batteries, ou des cellules photovoltaïques, ou en fait de toutes les technologies que l'on peut connaître, technologies modernes, qui ont tous suivi les mêmes réductions de coûts dans le temps au fur et à mesure de l'industrialisation et de l'amélioration, bien évidemment, de la technologie. Alors, regardons maintenant, donc, deuxième étude économique, la modélisation de la chaîne de valeur. Donc, on s'est passé ici donc, avec une électrolyse alcaline à 1060 dollars du kilowatt, ce qui est un chiffre assez raisonnable, le tarif L Hydro-Québec, et le cas du transport par camion, dans deux situations, soit on transporte de l'hydrogène comprimé, soit on transporte de l'hydrogène liquéfié. Donc, on part évidemment du même coût de production, donc à 4,8 dollars canadiens, dans ce cas particulier, et on arrive à la fin de la chaîne, c'est-à-dire à l'utilisation finale, à un coût de l'ordre de 7 à 7,5 dollars canadiens par kilogramme. J'ai passé, moi, il y a quelque temps, dans le privé, 4 ans à Berlin. À Berlin, nous vendions à la pompe le kilo d'hydrogène à 10 euros, enfin 9,5 euros. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur des, on est sur des coûts relativement compétitifs déjà au Canada par rapport au coût, alors évidemment sans le profit, que l'on peut obtenir en Europe. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de cette étude donc, que nous avons réalisée pour le gouvernement du Québec, qui est une série de propositions. Alors, il y en a une première qui paraît assez évidente, mais il fallait le dire, c'est la mise en place d'une grappe de l'hydrogène, c'est-à-dire regrouper les forces. L'ensemble des forces. Alors, est-ce que ça peut être à travers un RSRI? Est-ce que c'est à travers une association industrielle? Ce n'est pas à moi à répondre, mais je crois que le grouper les forces de l'hydrogène au Québec, ça semble une bonne idée. La deuxième chose, c'est d'établir une feuille de route, c'est de dire où est-ce qu'on s'en va avec ça. En fait, on a je dirais des actifs et des atouts considérables par rapport à la production d'hydrogène vert. Établissons une feuille de route, demandons et établissons-la à partir de cibles qui vont être fixés conjointement par le secteur public et l'industrie. Donc là, ici, j'ai pris la dernière feuille de route en date que j'ai pu récupérer, qui est la feuille de route chinoise, donc qui vient de tout en 2020. En fait, elle a 1 mois et demi, cette feuille de route. Et vous voyez typiquement à quoi ça ressemble. On est grosso modo sur des projections de nombres, le nombre de véhicules à pile à combustible, au nombre de piles à combustible stationnaires, durabilité, nombre de stations à essence, donc pas essence, mais stations de remplissage d'hydrogène. Voilà, on est sur des objectifs de développement, des objectifs techniques, un focus pour la R&D, et en général, il y a également lié à ça des objectifs de prix. Donc, vous en avez un certain nombre. Les Européens en ont, je dirais la plupart des pays européens en ont produit un dans les 18 derniers mois. Les plus récents, c'est le chinois, la mise à jour du japonais et au début de l'année 2020, la feuille de route coréenne. Alors, vous en avez d'autres, l'Australie, enfin, on va dire que tous les grands pays OCDE se donnent une feuille de route maintenant. Alors, deuxième proposition très importante, la formation et la recherche technologique. En fait, il y a un aspect de formation de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de l'hydrogène. Quand vous regardez ce qu'on a au Québec, on a en fait une expertise, elle est là, dans le secteur de l'hydrogène industriel, bien évidemment, parce qu'il faut faire tourner les raffineries et il faut faire tourner les installations d'air liquide et de messer. Et puis, on a également un petit peu de mobilité hydrogène. Mais bon, clairement, cette expertise est très insuffisante en nombre. Donc, en fait, ce que l'on demande, c'est que le gouvernement lance une initiative majeure pour promouvoir la formation technique collégiale, c'est bien important, et la formation d'ingénieurs dans le domaine. Par ailleurs,
et je vais aborder ces questions-là par la suite, la création de recherche universitaire sur les technologies de l'hydrogène et les usages de l'hydrogène et sur la chimie verte. Et le troisième point qui est important, c'est le financement de projets pilotes pour dérisquer les technologies, en particulier au plan économique. Alors, regardons les différentes voies possibles. Bon, la première, le transport. Donc, le transport au Québec, eh bien, comme vous le savez probablement, c'est 43% des émissions, c'est 34 millions de tonnes par an de CO2, dont à peu près la moitié provient du transport intensif. Alors, je vous donne ici les émissions de CO2. Un taxi, ça émet 14 tonnes par an de CO2, donc ce n'est pas négligeable. Un autobus hybride, un autobus urbain, 63 tonnes. Un camion de classe 8, 100 tonnes. Alors, bon, il y a une variabilité des chiffres, entre 6 et 16. Bon, j'ai pris 100 tonnes par an, ça vous donne l'ordre de grandeur. Entre 60, excusez-moi, entre 60 et 160. Donc, il y a des secteurs du transport qui sont assez mal adaptés à l'électrification par batterie. Alors, quels sont-ils? En fait, on les voit dans le diagramme de droite, c'est la frange bleu clair. C'est le transport lourd longue distance. Pourquoi? À cause du poids des batteries qui sont requises pour avoir une bonne autonomie des camions. Les camions, ils doivent rouler, ils ne doivent pas passer leur temps à se recharger. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Le deuxième, c'est le transport intensif ou spécialisé, les autobus, les taxis, les véhicules d'urgence. Pourquoi? Parce que là aussi, vous ne voulez pas immobiliser les véhicules pour la recharge. Et le troisième aspect, c'est la partie bleu sombre en haut à droite, c'est tout ce transport très intensif, très lourd, le ferroviaire, l'aérien et le maritime. Donc en fait, quand vous regardez, il n'est absolument pas question d'opposer la batterie et l'hydrogène, c'est des technologies qui sont totalement complémentaires. La partie grisée, c'est la partie des batteries. C'est finalement le trajet quotidien et le camion de livraison urbain. Celui-là, on a envie de dire que la batterie, c'est vraiment la solution. Quand vous quittez ce secteur-là, pour le moment, on a du mal à imaginer le rôle de la batterie. Ça va peut-être changer, mais on a du mal à l'imaginer. Et donc, c'est là où l'hydrogène prend toute son importance. Et c'est d'ailleurs, finalement, la direction qui est prise par à peu près l'ensemble des pays OCDE maintenant. Après avoir misé très longtemps sur le véhicule à hydrogène, il est encore là, bien sûr, hein, pour les longues distances, mais on a quand même envie de dire que ce transport lourd et ce transport intensif sont là pour, comme je dirais, au moins cible prioritaire. Alors, vous avez, en fait, je vous ai donné la consommation de véhicules électriques à pile à combustible. Donc, 500 kg par an d'hydrogène pour un taxi, 5 tonnes par an pour un autobus urbain, 10 tonnes par an pour un camion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire électrifier le transport lourd ou intensif par l'hydrogène? Alors, on va prendre un exemple. Je vais prendre le camionnage lourd au Québec, 8600 camions. Je décide de décarboner 10%, donc 860 camions. Qu'est-ce que ça me demande? Ça me demanderait la fabrication de 90 000 tonnes par an d'hydrogène vert, donc une capacité d'électrolyse d'environ 600 MW, donc 30 projets de type Air Liquide Bécancour. Et ça, c'est grosso modo 5 TWh, donc c'est un barrage La Romaine, avec des capex de l'ordre de 900 millions de dollars. Bon, ce n'est pas irraisonnable, mais ça donne une idée des ordres de grandeur. Alors, on ne va pas faire ça du jour au lendemain, je pense que nous sommes tous d'accord ici. Alors, moi, je le prends différemment. Si je lance un projet pilote, donc je dis, je vais construire une unité de démonstration de 10 MW. Qu'est-ce que je peux faire avec 10 MW pour regarder finalement quelles sont les meilleures alternatives? Eh bien voilà, vous avez en fait ici les chiffres. Avec 10 MW, je peux décarboner 3000 taxis, 300 autobus, 150 camions. Et évidemment, comme je viens de déplacer de l'essence vers de l'hydrogène et que j'utilise l'hydrogène vert, eh bien je viens d'éviter la quantité de CO2 qui est montrée à droite dans ce tableau. Alors, deuxième grande possibilité, décarboner l'industrie lourde. Alors, nous avons au Québec beaucoup d'émetteurs de CO2 et nous avons des gros émetteurs, des grands émetteurs. Alors, j'en cite 3, ce n'est pas les seuls. Rio Tinto Ferré-Titane, près d'1 million de tonnes. ArcelorMittal, près d'1 million de tonnes. Valero et Suncor, près de 2,6 millions de tonnes par an. Donc, si je veux décarboner ma métallurgie, donc je veux décarboner ArcelorMittal à contre-cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais passer en fait ma sidérurgie sur réduction du minerai de fer par l'hydrogène vert. J'ai besoin grosso modo de 135 000 tonnes par an d'hydrogène. Donc 900 MW d'électrolyse, à peu près 8 TWh par an, des capex de 1,3 milliard de dollars. Donc c'est probablement hors de portée maintenant. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas commencer à apprendre en particulier à le faire. Et vous avez en fait plusieurs grands projets européens qui
je dirais, travaillent là-dessus, dont d'ailleurs des usines d'ArcelorMittal en Europe. Si maintenant je regarde le raffinage, alors, dans le raffinage, donc les vaporéformeurs donc, fabriquent l'hydrogène qui sont ensuite utilisés, comme je le disais, pour améliorer la qualité des carburants. Bon, on pourrait dire, très bien, je ferme les vaporéformeurs et je passe à l'hydrogène vert. Alors ça, c'est totalement irréaliste, compte tenu des coûts. Et compte tenu, je dirais, vous savez, le raffinage fonctionne dans ce qu'on appelle des marges contenues, c'est-à-dire avec un prix de brut qui n'est pas contrôlé par le raffineur la plupart du temps, c'est les prix internationaux, et le prix de l'essence qui est contrôlé par le marché. Donc, en fait, les marges de raffinage sont contenues. Si vous commencez à pénaliser les marges de raffinage en modifiant drastiquement la technologie, vous avez une seule chose à faire, c'est fermer la raffinerie. Par contre, il y a autre chose qui est assez récente qu'on peut faire. Et c'est pour ça qu'il y a un espoir tout à fait important de ce côté-là. C'est de dire, dans le raffinage, bon, je ne vais pas utiliser les vaporéformeurs, je ne vais pas les remplacer. Par contre, je vais capturer le CO2 qui sort des cheminées et je vais pouvoir valoriser le CO2. Et ça, je pense que c'est toute une pensée, tout un schéma qu'il va falloir développer. Et en fait, on est là. On est en fait sur l'hydrogène vert, et l'hydrogène vert qui est la brique, si vous voulez, ou l'élément clé des technologies propres et de la chimie verte. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le Power to X. Hein, c'est le vocabulaire que les Allemands ont inventé, devrais-je dire. En fait, on parle de l'électrolyse à partir d'énergie renouvelable, et vous avez ensuite une typologie de procédés possibles qui vont vous permettre de fabriquer des gaz, des liquides ou des précurseurs pour l'industrie chimique, voire des produits finis. Alors, on ne va pas regarder le tableau, je vais vous montrer 3 exemples. Celui-ci, ce qu'on appelle le couplage réseau, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de passer de l'électrolyse et du CO2 au méthane par la réaction dite de Sabatier. Et en fait, ça vous permet de coupler un réseau électrique et un réseau de gaz. Et en fait, vous pouvez même le coupler dans les deux sens, puisqu'à partir du méthane, vous pouvez reproduire de l'électricité. Deuxième option, carburant synthétique. Oui. Excuse-moi de t'interrompre, propos vraiment très très intéressant. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Dans tous les cas, on partagera les présentations à l'ensemble des participants. Et puis, on a déjà pas mal de questions aussi auxquelles tu pourras contribuer. Merci beaucoup. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais commenter les deux autres. Super. Et puis, je vais arrêter. Donc, deuxième aspect, l'électrolyse vers les carburants synthétiques. Et troisième aspect, l'électrolyse vers la chimie verte. Alors, je vais sauter celle-là. Donc, chimie verte, il n'y a rien au Québec en ce moment. Donc, projet pilote possible. Je cite ici l'exemple de l'ammoniac, l'UDME, vous verrez les slides. Alimentation de réseaux électriques autonomes, gestion de piles à combustible pour alimenter les communautés isolées, avec toute une gamme de carburants possibles. Et donc, pour conclure, un résumé des propositions. 2 grands aspects. Pour progresser, se doter d'une politique, d'une feuille de route claire, former une main-d'œuvre technique et soutenir l'innovation par le financement de pilotes industriels pour apprendre et dérisquer les technologies sur le plan économique. D'autre part, se positionner par des études technico-économiques ciblées, donc regarder quels sont les marchés sur lesquels on peut intervenir, mettre en place des incitatifs financiers et faire évoluer la réglementation, et enfin, promouvoir le Québec comme un fournisseur fiable et performant d'hydrogène vert. Voilà, j'arrête maintenant mes propos. Merci beaucoup, Philippe, pour ton intervention. Désolé de t'avoir interrompu. C'est très bien. On a un certain nombre de questions. Et on va commencer par le faire. Alors, je vois qu'il y en a qui ont déjà été répondues par les autres participants, donc merci beaucoup. La première qui est de Paul Étienne, et en fait qui nous pose la question sur les procédés thermiques qui permettraient de prendre en fait des chaleurs résiduelles de procédés et de les utiliser pour générer de l'hydrogène vert à partir de la biomasse ou autre. Lesquels de ces procédés en fait aujourd'hui sont démontrés à moyenne et grande échelle? Est-ce qu'on a aujourd'hui des procédés développés? Est-ce que l'un de vous deux voudrait prendre la… Loïc, tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Je vais te laisser y aller. D'accord. Alors, chaleur résiduelle, si c'est de la chaleur basse température, il faut vraiment remonter le niveau de température. Donc, après, c'est une question d'économique. Si vous avez de la chaleur à haute température, voire très haute température, alors vous êtes dans le domaine des piles à combustible et des électrolyseurs à oxyde solide. Donc ça se fait. En fait, ce n'est pas pour rien que ces technologies SOEC, SOFC sont développées par les gens du nucléaire. Parce que c'était la suite de la question, effectivement. Voilà, exactement. C'est parce que eux ont Alors, ils ont 2 choses, en fait. D'abord, ils maîtrisent extrêmement bien les céramiques, et ce sont des technologies à base de céramique.
Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont de la chaleur à haute température. Et donc, ils ont la source nécessaire pour pouvoir faire fonctionner ces piles à combustible et ces électrolyseurs, qui sont grosso modo de température de fonctionnement entre 650 et 800 degrés C. On a une question complémentaire de qui, Carole? Ah oui, oui, donc toujours Paul Étienne en fait, qui a une question complémentaire à ce sujet. Sur les électrolyseurs SOEC, il y aurait des avenues selon lui intéressantes sur la revalorisation des rejets de chaleur associés. C'est ça, c'est ce dont je viens de répondre. Ok. Tout à fait. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Ok, super. On a une question de Michel qui nous demande quel serait l'impact pour un acteur comme ArcelorMittal sur les coûts de leurs produits d'utiliser de l'hydrogène, qui coûte 3 fois plus que le gaz naturel. Est-ce qu'il y a une... Il faut leur poser la question. On a eu une question aussi concernant la feuille de route du gouvernement. Eh bien, écoutez, c'est une question qu'on se pose aussi de notre côté. Je ne sais pas si vous, Loïc ou Philippe, vous avez la réponse. On attend effectivement d'avoir plus d'éléments là-dessus, mais voilà, on va rencontrer prochainement le ministère pour en parler. Donc peut-être qu'on aura des infos, mais en tout cas, à mon niveau, je n'en ai pas encore. On leur a dit, on leur a redit et on leur a redit. J'espère qu'on les a convaincus. J'ai une question de Marc-Antoine. Donc pour Loïc ou Philippe, qui nous pose la question pour l'analyse du gaz en fait. Dans les piles à combustible, l'hydrogène doit respecter un certain niveau de standard. Est-ce qu'il y a un intérêt au Québec, est-ce qu'il y a une opportunité justement pour développer ce type d'analyse sur l'hydrogène pour atteindre ces standards? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui ou pas tant que ça? Loïc, tu veux répondre? J'avoue que de mon côté, je n'avais pas identifié cette part d'analyse comme quelque chose d'éventuellement problématique. D'un point de vue technique, effectivement, c'est intéressant parce que au niveau des piles à combustible PEM, il faut garantir des puretés de gaz qui sont très très élevées. On parle de 99,9999% d'hydrogène pur pour ne pas contaminer tous les catalyseurs au niveau de la pile. Pour utiliser de l'hydrogène moins pur, c'était une des utilisations envisager du moteur à combustion interne converti à l'hydrogène, dans le sens où dans un moteur à combustion interne, on peut mettre à peu près n'importe quoi et ça ne va pas si mal se passer que ça. Mais au niveau de l'analyse de gaz en tant que tel, j'avoue que de mon point de vue, ce n'est pas quelque chose que j'avais identifié aussi clairement. Peut-être que c'est une avenue à explorer. Alors, merci Loïc. On a une question d'Ibrahima. Qui nous demande en fait avec les capacités de production d'hydrogène vert, est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de répondre à la demande, de couvrir tous les secteurs, en tout cas les secteurs à venir, donc avec cet hydrogène vert, est-ce qu'on est en mesure de produire suffisamment? On en a très peu, d'hydrogène vert pour le moment. Donc, Air Liquide va être producteur sous peu d'hydrogène vert. J'imagine qu'ils ont fait leurs études de marché et ils savent à qui ils vont le vendre. Je ne suis pas certain qu'on ait des capacités excédentaires. En fait, toute la question va être là. Mais c'est un peu l'œuf et la poule. Hein. C'est-à-dire que si on veut développer une chimie verte, il va falloir de l'hydrogène vert. Et en même temps, l'hydrogène vert, on va pouvoir le faire que si on a un marché. Donc, toute cette problématique-là, les Européens l'ont vécue. Hein. Et en fait, ils ont réussi à casser ce nœud gordien en faisant travailler ensemble d'abord le public et le privé, puis deuxièmement en subventionnant. Et quelque part, vous avez toujours une question d'initiative financière et d'initiative réglementaire. Hein. C'est toujours un subtil équilibre entre les deux. Mais si on veut vraiment pousser une transition, il faut le faire de manière volontariste. Il ne faut pas attendre juste le marché, je crois pas. Okay. Et ben justement, on a une question de Pierre qui est un petit peu dans ce sens-là, qui concerne la filière hydrogène. On se pose la question s'il y a une opportunité pour une vraie filière hydrogène solide au Québec. Donc, pourquoi investir dans cette filière hydrogène et puis la combustible par rapport aux autres opportunités, aux autres technologies, aux autres niveaux où les niveaux énergétiques et de mobilité de l'entreposage de l'électricité sont en forte progression? Et en fait, en mise en rapport que les technologies hydrogène aujourd'hui coûtent très très cher. Donc, pourquoi est-ce qu'on investirait dans l'hydrogène? Là-dessus, je pense d'un point de vue technique. Et après, je dis, Philippe, je vais te laisser embarquer. Vas-y, Loïc, vas-y. D'un point de vue plus technico-économique, ce qui, moi, me semble intéressant d'un point de vue d'ingénieur et donc vraiment du point de vue technique, c'est que, comme le disait Pierre, l'hydrogène, ce qui est intéressant, c'est qu'on découple la puissance et l'énergie dans la chaîne. C'est-à-dire que
On va avoir d'un côté la pile à combustible pour passer de l'hydrogène à l'électricité, de l'autre côté l'électrolyseur pour passer de l'électricité à l'hydrogène. Et entre les deux, on va venir stocker l'hydrogène. Un stockage électrochimique, et là dans la question, je comprends qu'on parle de batterie au lithium par exemple, si on veut stocker 2, 3, 4 fois plus d'électricité et d'énergie, il faut quelque part multiplier l'investissement par 2, 3, 4, parce qu'il nous faut 2, 3, 4 fois plus de batterie. Alors qu'avec la technologie d'hydrogène, puisqu'on a découplé la puissance et l'énergie, si on veut stocker 4 fois plus d'énergie, il nous faut 4 fois plus de bouteilles de gaz, concrètement. Mais on n'a pas du tout multiplié le coût du système par 4. Philippe, à ton tour. Ah non, c'est une excellente réponse. Moi, alors, je vais apporter un autre complément. Je ne suis pas certain qu'on ait une électricité, une industrie qui soit tant que ça consommatrice d'électricité au Québec. La preuve, c'est qu'on exporte ou on veut exporter des dizaines de térawattheures aux États-Unis sans aucune valeur ajoutée pour l'industrie québécoise. Il faut le réaliser quand même. Alors, je n'ai pas dit que financièrement, ce n'est pas neutre. Ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas structurant pour notre économie. Donc, utiliser les électrons au Québec de manière structurante pour notre économie, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et je dirais la chimie verte, l'électrochimie, la chimie verte, c'est une des avenues pour le faire. Ce n'est pas la seule, bien évidemment. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Je vois qu'il y a pas mal d'autres questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir tout y répondre maintenant, mais comme je le précisais en début de séance, on va prendre toutes ces questions-là. On va reposer les questions donc à Loïc, Pierre et Philippe par la suite. Et puis, si vous avez aussi des questions qui vous viennent ensuite dans les jours à venir, je vais vous remettre mon courriel. Vous pourrez me poser ces questions-là et puis je les transférerai pour qu'on puisse répondre à tout ça. Donc, une dernière question de Stéphane. Donc, on est sur le volet métallurgie. Quelle est la solution au Québec si l'hydrogène vert n'est pas une solution? Faut-il miser sur des solutions de capture du CO2 pour la fabrication d'acier au carbone? Et donc, voilà, il y a, semble-t-il, des minières ont fait ce pari-là ailleurs. Non, j'ai pas dit que l'hydrogène vert, ce n'était pas la solution. J'ai dit que passer 100% en hydrogène vert, c'est horriblement coûteux. Ce n'est pas réaliste. Mais on peut en faire une partie. D'autre part, ce que l'on n'aura effectivement pas transformé donc, via la réduction à l'hydrogène, eh bien, oui, on va pouvoir capter le CO2 et en faire quelque chose. Le CO2, c'est une matière première pour moi, ce n'est pas un déchet. C'est scandaleux de le prendre comme un déchet. C'est une matière première tout à fait fantastique. Voilà. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein. C'est toujours la même chose. C'est beaucoup plus complexes et il faut en fait marier les technologies. Il ne faut pas chercher à les opposer comme on cherche à électrifier, à opposer hydrogène, électrification classique à batterie. Donc, il ne faut pas chercher à les opposer, mais vraiment avoir une complétion de l'un par rapport à l'autre. Exactement. Ok, super. Ben, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci Loïc, merci Philippe. Merci à tous les participants. Je vais, comme indiqué, je vais vous partager tout de suite mon écran pour que vous ayez à nouveau mon courriel en visuel. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à m'adresser vos questions. Donc vous voyez mon courriel ici. Donc c'est Creboul, donc CREBOUL à commercial innove-ee.ca. Et puis nous on pourra s'assurer que toutes les questions soient répondues. Et puis comme ça vous retrouvez l'ensemble des questions et des réponses sur notre site internet. Donc dans les semaines à venir, le temps de réussir à faire le tour de tout ça. C'est la fin de cette première session. Je remercie encore donc l'IRH et Polytechnique de nous avoir partagé leur vision là-dessus. La prochaine rencontre se déroulera donc dans 15 jours, exactement le 15 décembre à 12h30. On va très prochainement vous envoyer les invitations où on va traiter des applications en mobilité. On aura donc Loïc Boulon qui interviendra aussi pour le volet IRH et on va avoir Frédéric Delrieux de Nordressa qui nous présentera le projet ACTech en Alberta. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très très belle journée et on se revoit très bientôt. Merci.